très honoré et puis très heureux de vous recevoir. C'est le deuxième entretien de Diatop. La transition avec le premier entretien sera assez naturelle puisque nous avions reçu Christian Bulot. Vous êtes également une figure relativement incontournable de l'intelligence économique en France. Pour vous présenter rapidement, vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication, en poste à l'Institut d'administration des entreprises de Poitiers. Vous enseignez également dans d'autres établissements, y compris l'école de guerre économique. Vous avez aussi d'autres participations à des organisations communes avec notre précédent interlocuteur, notamment l'école de pensée sur la guerre économique que vous avez fondée avec d'autres experts du domaine récemment. Vous travaillez depuis donc en tant qu'universitaire, mais aussi en tant que praticien depuis plusieurs décennies maintenant sur un domaine un peu particulier de l'intelligence économique, plus spécifiquement celui de l'influence, dont on va parler beaucoup parce que c'est ce qui est au cœur de certaines de vos publications récentes, notamment le deuxième volet d'une série que vous publiez chez VA Éditions, Les Sentiers de la guerre économique, donc le deuxième volet qui est consacré aux soft powers, et non pas au soft power au singulier comme on l'entend parfois, et puis on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur la notion de réseau avec Christian Marcon, etc. Nous, ce qui nous a intéressés dans vos travaux, ce sont des publications un peu anciennes, mais dont finalement vos travaux actuels rejoignent assez largement certaines considérations. On avait identifié notamment une publication, plutôt deux publications d'ailleurs, une qui a bientôt 13 ans sur le dispositif d'intelligence territoriale dans la région Poitou-Charentes où vous êtes basé, on l'aura compris. C'était en 2009, dans la Revue internationale d'intelligence économique, vous décriviez un peu ce système assez novateur, assez intéressant. Et puis, j'allais dire malheureusement, une publication un peu plus récente, quelques années après, qui revenait sur l'évolution de ce dispositif et les chemins un peu divergents de l'intuition d'origine qu'il avait pris. Alors, nous, cette question d'intelligence territoriale, déjà, elle fait tout à fait lien avec ce qui était au cœur de notre premier entretien avec Christian Bulot, c'était notamment cette distinction entre le marché et le territoire. Mais c'est vrai que la notion d'intelligence territoriale mérite peut-être d'être définie, déclinée pour ceux de nos auditeurs qui ne seraient pas forcément familiers de cette notion-là. On sait que c'est l'application de l'intelligence économique au territoire, mais c'est peut-être un peu plus de choses à dire là-dessus. Et puis surtout, il y avait beaucoup de notions intéressantes dans ce papier-là, celui sur le dispositif de la région Poitou-Charentes. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Qu'est-ce qui, vous, 13 ans après, c'est intéressant d'ailleurs d'avoir ce recul et cette vue rétrospective, qu'est-ce qu'il faudrait en retenir et qu'est-ce qui mérite surtout d'être réactivé? On a évidemment quelques idées derrière la tête en vous posant la question, mais on va les développer ensemble. Je vous en prie. Bien, alors effectivement, c'est une vaste question. Peut-être en guise d'introduction rapide, ce qu'est l'intelligence économique, pour après parler de l'intelligence économique territoriale. En tout cas, moi, comment je la définis? Moi, je la définis, l'intelligence économique, comme une démarche collective qui vise l'agilité par un usage stratégique de l'information. Parce que l'information n'est jamais stratégique, c'est l'usage qui est stratégique, et notamment la capacité à transformer l'information en connaissance. Et l'objectif, c'est d'être agile, que ce soit pour un territoire, que ce soit pour une grande entreprise, que ce soit pour un État. Donc ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Donc pour être agile, et ça rejoint effectivement les travaux que vous avez cités avec Christian Marcon, pour être agile, il faut notamment être maillé. C'est ce que montre le rapport Mars, d'ailleurs, déjà en 1994. Il y a des systèmes nationaux dans l'intelligence économique qui sont maillés, comme le système allemand, le système américain, le système japonais, surtout à l'époque. Et puis, il y a des systèmes où il y a des trous dans la raquette, comme le système français, c'est-à-dire qu'il y a il y a un niveau, le niveau des acteurs n'est pas, peut être discuté, mais c'est plus le système, en fait, qui ne fonctionne pas de manière optimale, parce qu'il manque
parce qu'il manque des liens. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Et la politique d'intelligence territoriale, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire comment un territoire, que ce soit une région, que ce soit une commune, un pays, voilà, mais on va plutôt se situer au niveau des régions, comment une région peut être agile pour bien sûr se développer, pour être compétitive, mais aussi pour protéger ses savoir-faire et aussi pour influencer, pour avoir une image positive. Donc la réputation, ça touche aussi les territoires. Voilà l'enjeu général. À partir de là, eh bien, il y a eu une politique publique qui a été mise en place par. Alors, ça a commencé un petit peu dans les années 90, mais ce n'était pas vraiment une politique publique, c'était plus des actions isolées, notamment d'un préfet tout à fait remarquable qui s'appelle le préfet Rémi Potra, et qui a été préfet du Nord-Pas-de-Calais et puis préfet de la Basse-Normandie, qui a développé l'intelligence économique dans ces régions-là. Il y a eu 2 ou 3 autres préfets qui ont suivi. Il n'y avait pas vraiment de politique publique. Il faut attendre Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur pour qu'il y ait une vraie circulaire et que ça commence à se mettre en œuvre. C'est là que je commence mes analyses sur le dispositif, notamment de Poitou-Charentes, parce que j'y ai participé, voilà, avec un de mes collègues qui s'appelle Olivier Coussy. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est là où on essaie de faire un travail vraiment académique. On ne fait pas de la politique. Il y a eu des hauts, c'est-à-dire qu'il y a eu la mise en place de dispositifs avec des acteurs qui se parlaient alors qu'avant ils ne se parlaient pas, avec, il y a même eu un portail de l'intelligence économique, il y avait un comité technique, un comité stratégique qui se réunissait au niveau de la préfecture, de région. Tout ça s'est développé jusque dans les années 2009, et puis ensuite, l'État a retrouvé un peu son tropisme centralisateur classique et a voulu tout contrôler. Ça, c'est un grand travers français, hein, l'obsession du contrôle. Donc, de ne pas laisser de marge de liberté si on pense qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, ça a périclité. Et depuis quelques années, depuis notamment la charte qui a été signée entre l'État et Régions de France, grâce au travail notamment de la Normandie, eh bien, il y a un redémarrage plutôt là au niveau des régions. Donc c'est le cas en Normandie, c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine. Hein, le président de région croit en l'intelligence économique. Il y a même un vice-président en charge de l'intelligence économique. Donc voilà. Mais ça reste encore très en deçà. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de culture, bien sûr, on va en reparler, mais il y a aussi un problème de moyens. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour faire de l'intelligence économique, il faut quand même des soldats. Si vous avez personne sur le terrain, ça ne marche pas. Et ça, de ce point de vue-là, et ça a été la même chose au niveau de l'État, il y a un sous-dimensionnement en fait de l'armée. Donc, si vous n'avez pas les combattants, alors qu'ils existent, d'ailleurs, ceci dit, eh bien, si vous ne les mettez pas en ordre de marche, si vous ne les sollicitez pas, si vous dynamisez pas le dispositif, eh bien, ça périclite. C'est ce qui s'est passé. Juste une chose avant que je vous redonne la parole, pour qu'on puisse discuter. Il faut savoir que tout ce qu'on a écrit a été lu par d'autres, et notamment, moi je suis beaucoup intervenu en Algérie, ils essayent de mettre en place, bon ils ont un peu de mal, ça arrivera peut-être, mais c'est un peu compliqué. Le Maroc a très bien lu ce qu'on a fait, la Chine a très bien lu ce qu'on a fait, donc eux ils appliquent finalement, et ils mettent des moyens. Hein, je fais exprès de prendre deux pays de taille très très différents, parce que si je vous avais dit que la Chine, on dirait bah oui, mais la Chine, évidemment, avec ses moyens. Oui, mais le Maroc n'est pas un pays plus gros que la France, donc a aussi mis en œuvre. Donc ça prouve bien que c'est une question de volonté. Effectivement, alors, c'est intéressant. Moi, j'ai relevé dans votre propos, vous nous disiez que l'intuition au départ venait des préfets, ce qui peut sembler un peu contre-intuitif avec ce que vous nous disiez après, justement, le fait que l'État ait voulu reprendre le contrôle, parce qu'on a tendance à considérer que les préfets sont souvent très piloté directement par l'État central. Qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, dans le paysage institutionnel, des préfets comme ça soient arrivés avec ces intuitions-là et étaient capables de les porter? Et pourquoi, c'est peut-être une question un peu ambitieuse, je ne sais pas s'il y a une réponse très claire à donner, mais pourquoi il n'y en a plus aujourd'hui, en tout cas pas tellement en apparence? Et j'imagine que la réponse, elle n'est pas seulement dans le déplacement du centre de gravité au niveau des régions pour ce qui est des décisions dans ce domaine-là.
Oui, alors vous avez raison. Non, alors c'est très complexe. Alors, pourquoi les préfets ont mis en place? Alors, il n'y avait pas 50 préfets, hein. Il y a notamment un préfet majeur qui a été Rémi Potra et deux, trois autres préfets, dont à l'époque d'ailleurs Claude Guéant, qui était préfet de la région Franche-Comté, si je me souviens bien, parce que souvent c'était dans leur parcours des personnes qui avaient développé une culture du renseignement. C'est le cas du préfet Potra, qui a été au secrétaire général de la Défense nationale, qui a été à la DST, qui s'appelle aujourd'hui la DGSI, euh, qui était proche de Michel Rocard, qui était un des rares politiques français à comprendre quelque chose en renseignement. Il y en a eu quelques-uns, hein, d'autres, mais enfin, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Donc, c'est cette culture du renseignement. Peut-être aussi, ils gravitaient dans des milieux avec des personnes qui les ont influencés. Je pense à Philippe Caduc, à la DIT, à Philippe Clerc, Christian Arbelot, bien sûr, etc. Donc, il y a eu à la fois un courant favorable et puis les bonnes personnes au bon moment. Ensuite, les préfets, de manière générale, enfin, moi que j'ai rencontré, j'en ai rencontré quelques-uns quand même, mais pas qu'en Poitou-Charentes, sont plutôt tout à fait ouverts à ça. Et en plus, ils travaillaient, en fait, ils déléguaient, entre guillemets, les dispositifs d'intelligence économique aux SGAR, hein, donc aux secrétaires généraux à l'action régionale. Et on avait en face de nous des interlocuteurs tout à fait sensibles à ça, qui savent ce que c'est que la sécurité, qui savent ce que c'est que le développement économique pour les SGAR. Enfin bon. Donc en fait, de ce point de vue-là, il n'y avait pas de problème. Est arrivé là-dessus, tout d'abord, la RGPP. Hein, donc, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est en fait le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. C'est en fait, il y a eu beaucoup on va dire de réduction, de rationalisation, si on préfère, dans les services de l'État. Et évidemment, là où déjà c'était compliqué de trouver des personnes, c'est-à-dire que c'était une énième mission pour eux, ça s'est devenu encore plus compliqué. Donc la raréfaction des ressources fait que, évidemment, ça a beaucoup compliqué l'émergence de nouvelles dynamiques comme l'intelligence économique. Et ensuite, dans un second temps, à partir de la création du commissariat à l'information stratégique et à la sécurité économique, à la suite de la délégation interministérielle à la science économique, eh bien, le centre de gravité est passé du côté de Bercy. Alors, Bercy a évidemment un rôle très important à jouer dans la science économique, c'est une évidence, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique d'intelligence économique, c'est pas possible. Il y a d'autres logiques. Bien sûr, ils vont vous dire qu'ils coordonnent, mais enfin, on sait qu'en France, c'est très compliqué de coordonner à partir d'un ministère, qu'on rentre dans des logiques de territoire, qu'il faut de la sécurité, il faut de l'influence, il faut voilà. Donc en fait, ça a aussi beaucoup freiné la démarche. Et puis il y avait aussi, même s'il y avait des partenariats qui étaient signés avec les régions, mais globalement, ça se regardait un peu en chien de faïence entre l'État et les régions. Voilà, donc il a fallu la nouvelle loi de décentralisation, les nouvelles régions pour que ça reparte, et notamment en Normandie. C'est-à-dire que la réunification de la basse et de la haute Normandie a joué un rôle important dans la politique d'intelligence économique de la Normandie, qui, par exemple, a décidé de créer un fonds souverain. Il ne l'appelle pas comme ça, mais c'est un fonds souverain, Normandie Participation, pour prendre des participations dans les entreprises stratégiques normandes. Voilà, c'est à partir de là qu'il y a eu un redémarrage en fait de la dynamique de la politique publique d'intelligence économique. Enfin, au niveau de l'État, ça reste encore beaucoup trop, on va dire, enfin, les moyens ne sont pas suffisants en fait aujourd'hui. Il n'y a pas suffisamment de monde. Il y a beaucoup de monde en centrale, mais pas assez de monde en local. Il faudrait, là où il faudrait peut-être une, une organisation au moins d'une dizaine de personnes par région. Vous imaginez qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des délégués à l'information stratégique et à la sécurité économique, vous en avoir un ou deux par région maximum, mais en général, c'est une personne. Très compliqué quand même. Hein, faire que... Et ça, c'est une grande tradition française. Hein, c'est pas que dans ce domaine-là, de ne pas avoir la politique de ses moyens, de ne pas avoir les moyens de sa politique. Alors qu'on lance des choses, il n'y a personne pour faire, ou il n'y a pas suffisamment de personnes. Voilà, parce que les ressources sont contraintes, enfin, pour des tas de raisons. Donc ça, c'est une des limites, hein, c'est un des freins. Alors que dans le même temps, il y a de plus en plus de professionnels de l'intelligence économique. Il y a des dizaines de milliers de personnes
qui, sur leur CV, mettent comme mot-clé intelligence économique, par exemple. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a des. On manque pas si on reprend la métaphore guerrière, on manque pas de soldats. Ce dont on manque, c'est d'un état-major. Alors, c'est intéressant parce que vous parlez de la RGPP, en fait, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans votre ouvrage. Ça vient pas nulle part, c'est aussi un dogme, un peu une inspiration néolibérale, qui est celle du New Public. Américaine, ouais, le New Public Management, exactement, ouais. Qui a fait beaucoup de dégâts dans les hôpitaux, par exemple. Qui a fait beaucoup Ouais. de dégâts dans les hôpitaux et qu'on a peut-être fait ailleurs. Dans la police aussi, d'ailleurs, ouais, bien sûr. Pour ce qui se rattache à l'intelligence économique et puis de manière peut-être encore plus générale au développement économique des territoires, moi, il y a quelque chose qui m'évoque ça. On le voit bien ici à Lyon et je pense qu'on le voit sur d'autres territoires aussi. C'est notamment l'évolution du fonctionnement. C'est pas uniquement une question d'affectation des moyens, c'est aussi une question d'avec quelle idéologie, ou en tout cas avec quelle idée, sur quel présupposé idéologique on bâtit l'action publique ou l'action en l'occurrence consulaire, puisque je veux vous parler de l'évolution du mode de fonctionnement et du modèle économique aussi des chambres de commerce et d'industrie. On sait que ça a été assez central pour un certain nombre de dispositifs d'intelligence économique dans les régions notamment. Quand on voit, nous, ce qui se passe à Lyon ici, on voit le président actuel être obligé, notamment à la faveur d'un contrat d'engagement avec l'État, obligé comme ça de booster un peu le modèle économique de la Chambre de commerce et d'industrie. Et ça passe par quoi? Ça passe par sans doute une marchandisation croissante de toutes les relations en réalité, et de toutes les prestations qui est capable d'offrir une chambre de commerce et d'industrie, ce qui moi me paraît, et on va échanger là-dessus, mais me paraît assez contradictoire avec ce que justement vous identifiez comme une des sources de puissance du dispositif dont on parlait au début de notre conversation. C'est cette idée justement de communauté stratégique de connaissances, de gens qui se parlent, de gens qui échangent parce qu'ils ont un intérêt à ça, qui est un intérêt économique évident, mais pour autant, ça passe pas forcément par une relation marchande, par une relation qui ne serait médiée que par du sonnant et trébuchant avec derrière un modèle économique à satisfaire. Ah, vous avez tout dit. On ne fait pas de la stratégie avec un tableur Excel. Certes, il faut bien sûr tenir compte de ses ressources financières, voire les accroître, mais ça ne doit pas être le préalable à la stratégie. Le cas des chambres de commerce, c'est une gestion comptable, c'est effectivement l'État qui a puisé dans les réserves des chambres de commerce, qui a restructuré les chambres de commerce et d'industrie, qui n'avaient pas su prendre le tournant des années 2000, qui sont restés sur un vieux modèle et qui, quelque part, ont aussi creusé leur tombe. Hein. Ça, c'est très clair. Donc, pour les avoir beaucoup côtoyées, alors qu'elles avaient joué un rôle majeur dans les années 90 dans le domaine de l'intelligence économique. Aujourd'hui, ceux qui jouent un rôle majeur, un peu dans le même ordre que les chambres de commerce, c'est plutôt les MEDEF aujourd'hui, très clairement. Mais donc on se retrouve effectivement dans une impasse face à des chambres de commerce et d'industrie qui sont en fait des chambres des métiers améliorées. D'ailleurs, demander l'intérêt qui est encore de structures comme ça, d'ailleurs, qui ne les fusionnent pas. Peut-être venir. Elles ne peuvent plus aujourd'hui porter une dynamique stratégique. Ce n'est pas possible. Elles peuvent effectivement rendre des services pour la création d'entreprises ou ce genre de choses, ou dans certains services d'accompagnement, mais de toute façon, leur rôle stratégique est d'ores et déjà terminé. Alors, il y a... Je vais quand même vous donner un exemple, excusez-moi, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu vague, l'idée qu'elles n'ont pas su prendre le tournant. Je vais vous donner un exemple sur lequel j'ai travaillé, parce que j'ai participé en fait à l'audit du système. C'est les chambres de commerce et d'industrie avaient à un moment lancé un réseau qui s'appelait RESIS, c'est-à-dire un réseau c'était un réseau de veille en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'était parti de la CCI des Deux-Sèvres d'ailleurs. L'idée était la suivante, c'est que chaque chambre de commerce et d'industrie
où il y avait pas mal de chargés de mission intelligence économique ou veille, eh bien, lancer une veille sur un sujet. Les Deux-Sèvres, par exemple, travaillaient sur les boissons. Je crois que Tours travaillait sur l'automobile, etc. Et l'idée, c'était de dire, mais on a, je crois que c'était pas loin de 200 chambres de commerce et d'industrie à l'époque. Si chacune se spécialise sur un secteur et fait une veille sur un secteur, le réseau dans son ensemble va pouvoir couvrir l'ensemble des secteurs et ça va pouvoir, comme ça, on va pouvoir répondre, je dirais, à l'ensemble des besoins des entreprises de France, même si sur notre territoire, on n'a pas beaucoup d'entreprises sur ce secteur, c'est pas grave parce qu'une autre chambre pourra donner, voilà, c'est-à-dire que ce sera, on mutualisera en fait la veille. Je trouve que c'était une très bonne idée. Je crois de mémoire, ils ont rarement dépassé la quinzaine de chambres de commerce adhérentes en fait au réseau. Et puis très rapidement, les présidents des chambres de commerce ont dit, ben non, mais attendez, comment je vais justifier le fait de faire une veille sur l'automobile alors que j'ai que quelques entreprises dans ce domaine-là, donc mes autres entreprises ne sont pas d'accord, elles me disent mais pourquoi, etc. C'est-à-dire cette incompréhension du fait qu'en coopérant, en mutualisant, on devenait plus fort. C'est-à-dire qu'en fait, elles se sont renfermées sur leur territoire. Sauf que si vous vous enfermez sur votre territoire, là, vous n'êtes pas capable, évidemment, de fournir des prestations pour l'ensemble des entreprises de votre territoire. Ce qui fait que très rapidement, mais ça, les gens qui côtoient les chambres de commerce et d'industrie le savent, très rapidement, en fait, les chambres de commerce et d'industrie servent à une petite partie des entreprises. En fait, c'est toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes qui sont au bureau, toujours les mêmes qui sont aux conférences, toujours les mêmes qui sont voilà, alors que ça devrait être au service du plus grand nombre. Et ça, évidemment, ça a fini par se voir. Ça finit par se voir. Et alors, si en plus de l'autre côté, vous avez un État qui cherchait à récupérer, parce qu'elles avaient mis beaucoup d'argent de côté, hein, elles avaient thésaurisé, eh bien là, évidemment, l'État a tout de suite récupéré en fait la manne financière en restructurant les chambres. Et ça a été le début de leur déclin. Hein. Alors, je ne sais pas pour Lyon, je ne connais pas suffisamment, mais j'en connais d'autres où les charrettes ont succédé aux charrettes. Hein. Il n'y a plus grand monde dedans, dans les chambres. Hein. Ça a beaucoup licencié. Hein. Alors, il y avait une autre partie de votre intervention précédente qui était intéressante. Ça vaut peut-être le coup d'y revenir parce que ça peut nous orienter doucement vers des questions d'influence, parce qu'on va essayer aussi de découvrir ensemble un peu ce que peut signifier l'influence au niveau territorial, justement. Vous évoquiez le cas de la région Normandie et le fait que la réunification de la Basse-Normandie avait permis un certain nombre d'initiatives nouvelles et plutôt pertinentes. Est-ce que il n'y a pas finalement disons une étude ou une réflexion vraiment territoriale à avoir sur l'économie de ce pays et notamment peut-être l'intérêt mitigé qu'ont éventuellement certaines de ces nouvelles régions qui sont devenues tellement énormes qu'elles n'ont plus forcément une signification très riche, mais là, dans le cas de la Normandie, ça serait plutôt le cas inverse. Si j'ai compris, ça a permis justement de retrouver des choses. Il y a beaucoup de réflexions, notamment du côté de la géographie. On a des gens qui nous parlent de biorégion, on a des gens qui nous parlent de tout un tas de concepts qui, disons, en tout cas, ne cadrent pas avec la vision assez administrative qu'on a de la géographie dans ce pays. Comment vous voyez, vous, ces problématiques-là et l'appréhension par non seulement l'administration, mais surtout en fait par les dispositifs d'intelligence économique de ces spécificités et ces contours territoriaux du tissu économique présent et puis à venir aussi. C'est exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire de la stratégie de manière générale, il faut plusieurs choses. Tout d'abord, il faut un environnement hostile, ou du moins qu'on ait conscience qu'on est dans un environnement hostile. Sinon, on ne fait pas de stratégie. Vous ne faites pas de la stratégie tous les jours chez vous, quoi, si vous ne vous sentiez pas dans un environnement hostile. Donc déjà, il faut qu'il y ait cette conscience. Et ensuite, il faut qu'il y ait une identité forte. Pour faire de la stratégie, il faut qu'il y ait pour se lancer dans un combat, quel qu'il soit, il faut qu'il y ait une unité. S'il n'y a pas d'unité, vous battez pas, en fait.
hein, chacun fait des trucs dans son coin, vous battez pas. Ça explique pourquoi, sur l'exemple de la Normandie que je connais bien, pour avoir des origines normandes par ma mère, eh bien, effectivement, la Normandie avait été scindée en deux pour des raisons obscures, peut-être du lobbying d'ailleurs, à l'époque des premières lois de décentralisation. Je ne voudrais pas regarder du côté de la Bretagne, mais bon, on peut se poser des questions. Donc la Normandie réunifiée retrouve son identité, et puis il y a une forte concurrence, par exemple avec la Bretagne, mais pas que, mais en particulier avec la Bretagne. Et puis en plus, vous avez à la tête de la région Normandie Hervé Morin qui comprend tout de suite, plus une équipe qui était déjà en place depuis longtemps, parce qu'elle avait été créée par le préfet Rémi Potra et finalement avait perduré en partie. Et tout ça fait que la Normandie se met en ordre de marche et développe une politique publique d'intelligence économique. Voilà. Mais effectivement, si après vous avez des régions qui n'ont pas de sens, parce que vous savez bien, je ne vais pas vous l'apprendre, que les nouvelles régions qui ont été créées, certaines n'ont aucun sens. Aucun sens. Voilà, Poitiers était rattaché à la région centre une semaine avant, une semaine après, on était rattaché à Bordeaux. Ça a été des jeux politiques, mais c'est pas comme ça qu'on construit une région. Vous savez bien que l'Alsace, ça a été très compliqué pour les Alsaciens, alors qu'en Alsace, il y a une vraie identité. Bon, donc il y a des régions qui ont une vraie identité, il y a des régions qui sont des constructions artificielles. Alors ils vous diront non, hein, bien sûr, hein, vous savez, si on leur pose la question, mais pas du tout. Mais c'est très intéressant d'ailleurs. Poitou-Charentes, qui est une région artificielle, euh, puisque vous savez que les régions, là, à part quelques régions comme la Bretagne, etc., mais la plupart des régions sont des constructions artificielles. Pourquoi? Parce que ce sont en fait l'agglomération de départements qui eux-mêmes ont été non pas bâtis sur une réalité historique, mais sur une logique de contrôle par l'État central à partir des sous-préfectures qu'on puisse contrôler. Ce fait que les départements, comme vous le savez, font à peu près la même taille. Alors, c'est très bien d'ailleurs dans certains domaines, notamment dans le domaine de la sécurité ou du secours. C'est ça que c'est à l'échelon départemental. Hein, je pense par exemple au SDIS. C'est un très bon échelon, l'échelon départemental. Mais avoir construit des régions dont la finalité était quand même économique à partir de structures départementales, de l'agglomération de structures départementales qui ont d'abord une raison sécuritaire et de police intérieure, historiquement, ça ne pouvait pas marcher. Sauf dans quelques régions qui, en plus, ça recoupait la réalité historique, je pense à la Bretagne. Voilà, voilà Corse. Donc, Poitou-Charentes, c'était une région qui n'avait pas un sens particulier. Et ce qui est très intéressant pour l'avoir vécu, c'est que le jour où elle a disparu au profit de la Nouvelle-Aquitaine, ça n'a ému personne. Ça n'a ému personne. Tout le monde s'en moquait. Et là, le jour en lendemain, pouf, terminé. Je pense que ça n'aurait pas été la même chose en Bretagne. Si on avait dit aux Bretons, on supprime la Bretagne, c'est la région Grand Ouest, et on met dedans la Normandie, Nantes, je ne sais pas quoi, la Vendée, pas sûr que ça aurait tout à fait le même effet. Donc on construit de manière voilà, des structures artificielles. Et le fait d'ailleurs qu'elles soient artificielles fait que collectivement, au sein de ces régions, il n'y a pas la conscience d'un environnement hostile ou d'une adversité qui est la seule chose capable de vous faire rentrer en stratégie. Donc, à partir de là, eh bien, vous faites de la gestion. Vous avez des gestionnaires, vous avez des notables. Ils sont très bons d'ailleurs, hein, pour la plupart. Hein. Enfin, voilà, c'est pas ça qui fait le développement. Et on le voit, on le voit. Alors justement, il y a un des aspects du développement qu'on va évoquer. On a déjà commencé assez subtilement à l'évoquer en réalité, mais c'est cette notion d'influence. Je reprends toujours ce papier de 2009. Vous expliquez que le dispositif d'intelligence territoriale en question a deux intérêts, non seulement d'être capable de scruter son environnement, c'est une chose, on en a parlé, mais il y a aussi l'autre versant, qui est évidemment d'être capable de l'influencer. Alors l'influence, on en a beaucoup parlé là, avec Christian Avelot dans le premier entretien, mais on a peut-être parfois le sentiment que ça concerne que
comment dire, des grandes questions, des grands enjeux, des grands enjeux géostratégiques assez majeurs, ou des diffusions des grandes idéologies. On a parlé du néolibéralisme, ça entre tout à fait là-dedans. Pour autant, et vous en parlez un peu, et même assez, en fait, en réalité, assez longuement dans votre bouquin à travers différentes facettes, on voit bien que l'intelligence de l'influence, elle se décline aussi sur les territoires. Et c'est peut-être une façon pour nous de rendre les choses un peu plus claires pour nos auditeurs, d'expliquer justement en quoi ça se manifeste concrètement sur un territoire, cette influence, comment ça se voit, par quoi ça se voit, par quoi ça se manifeste, parce que l'influence, c'est pas justement uniquement des grandes questions et des grandes diffusions d'idéologies un peu nébuleuses ou un peu difficiles à percevoir. C'est un sujet extrêmement complexe, l'influence, et en plus très large, mais en fait, moi je m'y suis intéressé parce que quand je travaillais avec Christian Arbelot, à Intelco, on avait fait une étude pour le commissariat général du plan, qui s'appelle aujourd'hui le Haut Commissariat au plan. On a fait une étude sur le développement local, une comparaison France-Allemagne. Et on s'était rendu compte qu'en fait, les Allemands mettaient en place ce qu'on avait appelé à l'époque des cœurs stratégiques, et ça se faisait au niveau des Länder allemands. Voilà, que le Bade-Württemberg avait ses lobbyistes, la Bavière, qui mettaient en place voilà, des vraies politiques d'influence. Bah, pourquoi pour les filières, par exemple, qui étaient plus particulièrement marquantes sur leur territoire, pour aussi attirer des investisseurs. Voilà, c'est ça. Alors, en France, je ne vais pas vous remarquez que je suis objectif, puisque je vous ai dit que j'avais des origines normandes. Une région qui fait de l'influence, c'est la Bretagne. Regardez comment la Bretagne a remarquablement réussi à se positionner pour devenir le pôle cyber en France. Voilà, parce qu'il y a des entrepreneurs bretons, parce qu'il y a une unité culturelle, parce qu'il y a un sentiment, effectivement, quand on est dans des environnements hostiles, c'est-à-dire que qu'il y en a qui vont gagner, donc il y en a qui vont perdre. Et donc, il y a une image de marque de la Bretagne. Voilà, c'est un bel exemple d'influence. Mais globalement, finalement, les régions françaises, en moyenne, ne sont pas différentes de l'État français et de la culture française, qui est une culture quand même qui est une culture du produit, qui est une culture de l'ingénieur, qui est remarquable d'ailleurs. Hein. On a des ingénieurs ou des produits assez remarquables, et qui délaissent un peu l'influence. Donc on délaisse les comités de normalisation. Le lobbying, il a fallu combien d'années pour que finalement on commence à dire oui, mais il faut s'en préoccuper, il faut le rendre plus transparent. C'est plutôt le modèle nord-américain qui va prévaloir, donc il faut arrêter de faire du lobbying, mais dans le restaurant en face de l'Assemblée nationale, qu'il faut faire autrement. Donc ça, c'est grâce à l'Europe que ça a changé. On critique beaucoup l'Europe, mais au moins l'Union européenne, de ce point de vue-là, voilà. Alors on commence à en faire, mais on en fait par réaction. Là, on en a fait ces dernières années de manière assez remarquable sur le nucléaire. Et parce qu'on s'est pris des coups de l'influence allemande pour déstabiliser la filière nucléaire française au profit, vous savez bien, des énergies renouvelables, des éoliennes, du solaire, etc., etc. Voilà, donc, mais il n'y a pas beaucoup de régions en fait qui font de l'influence, malheureusement. Hein. D'ailleurs, il y a très peu d'études ou très peu de chiffres sur les moyens qu'emploient les régions pour ça. Mais à ma connaissance, ça reste encore un champ à développer. Un champ à développer. Bon, la relance est peut-être vite s'épuiser, parce que je pense que la réponse, on la connaît presque, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire la même remarque que celle qu'on avait formulée tout à l'heure sur cette idéologie un peu néolibérale du New Public Management et de ses impacts sur les politiques publiques. Est-ce qu'on n'a pas finalement un peu le même travers sur le marketing territorial, il y a tout un courant en ce moment un peu émergent chez les développeurs territoriaux et dans les agences de développement économique. C'est le cas notamment ici à Lyon, pour des raisons très politiques pour le coup, parce que les dernières élections municipales ont un peu changé la donne, un peu comme à Poitiers d'ailleurs. Mais jusqu'ici,
la façon de faire et la vision dominante, c'était quand même celle, ce qu'on disait avec Christian Bulot aussi, d'attirer du capital étranger, d'avoir une image comme ça finalement assez standardisée, assez normalisée. Pour les villes, c'est assez clair, notamment avec cette espèce de normalisation de l'image des villes qui sont toutes un peu des villes-mondes, toutes un peu sur le même modèle. Est-ce qu'il n'y a pas, et ça vient peut-être d'ailleurs justement d'une mauvaise compréhension, d'une mauvaise appréhension des spécificités du territoire et notamment de leur histoire, quelque chose à développer dans ce sens-là? Je pense qu'effectivement, alors, moi, je me suis rendu compte en travaillant donc, avec des préfets, enfin des préfets, du moins leurs équipes, euh, bah, déjà qu'il y avait une mauvaise connaissance du territoire, c'est que ça manquait d'outils. La région Nouvelle-Aquitaine a recruté d'ailleurs un des meilleurs économistes spécialistes des territoires, qui s'appelle Olivier Bouba-Olga, et il a recruté pour monter un service de prospective, pour avoir des données, pour avoir. Parce que faire de la stratégie dans données, sans données, c'est pas facile en fait. Hein. Donc on peut, hein, on peut faire une guerre sans carte. Hein. Enfin, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas d'état-major, en plus on n'a pas de carte, ça va devenir très compliqué. Donc en fait, oui, il y a. Moi, je me suis rendu compte sur le terrain que souvent les personnes en place connaissaient mal le territoire. Donc, aller développer une stratégie, ben non, vous ne développez pas de stratégie en fait. Vous êtes dans l'opportunisme, vous venez ce qui se présente. Et puis, par contre, il y a des personnes qui savent bien voilà, amener des investisseurs, ce qui fait que ça va se développer de manière totalement anarchique. Vous allez avoir une usine de ceci-là, un centre de recherche qui a aucun lien avec les besoins du territoire, des universités qui créent des formations qui sont totalement hors sol par rapport aux besoins de l'industrie, par rapport aux besoins, etc. Hein, voilà. Euh, je voyais hier sur France 2, je crois, il y avait un reportage sur un maire, je trouve ça remarquable d'ailleurs, du sud de la France qui a, voilà, qui a accepté l'arrivée d'une usine extrêmement polluante dans un paysage, je crois que c'est Marianne, je crois, mais il me semble, et qui faisait son mea culpa. Il disait bah, je me suis trompé, j'ai pas été vigilant, c'est une erreur, etc. Bah, je trouvais ça remarquable, au moins. Malheureusement, la plupart du temps, ce ne sera pas ça. Avec du court-termisme, effectivement, le court-termisme du mandat politique. Hein, si à la fin de mon mandat, je peux prouver que j'ai créé tant d'emplois, même si lorsqu'on fait le ratio entre l'argent public qui a été versé et le nombre d'emplois créés, en fait, c'est totalement, totalement délirant. On l'a vu, nous, en Poitou-Charentes avec Ségolène Royal, avec Liège, avec la voiture électrique, qui a été quand même un bid phénoménal. Hein. Je parle de la voiture électrique qui va être construite par Liège, hein, qui était pour en avoir conduit, je sais de quoi je parle. Voilà. Et alors, je pense que je recommande un ouvrage remarquable, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, récent, qui s'appelle La France sous nos yeux, fait par deux politologues, et qui aujourd'hui vous dit ce qu'est la France. Et moi, franchement, j'ai appris énormément de choses, et on se rend compte que très souvent, c'est pour ça que je disais il faut des données, on prend des décisions avec la vision qu'on a d'un territoire, que ce soit la France, que ce soit une région, qu'en fait, ça ne correspond pas à la réalité. Voilà. Donc, donc, on a vraiment besoin des chercheurs, on a vraiment besoin des personnes qui produisent des données, des analystes. On n'a pas assez d'analystes, de manière générale, hein, dans tous les domaines, parce que si on ne fait pas des bonnes analyses, on ne peut pas prendre des bonnes solutions. Voilà, ce que je vous dis peut vous paraître évident, mais c'est ce qu'on voit sur le terrain en permanence. Une espèce comme ça d'agitation, en fait. Alors, je ne vais même pas comparer avec une ruche, parce que la ruche, ça produit du miel, et il y a une organisation, il y a une stratégie. Mais une espèce comme ça euh, de personnes qui s'excitent dans tous les sens, euh, de fonctionnaires territoriaux qui travaillent 2 fois plus qu'avant, non parce qu'ils travaillent, hein, qui produisent des rapports, des études, enfin ça part dans tous les sens, il y a 20 000 projets, etc. Mais tout ça, en fait, souvent, ça se fait de manière anarchique, parce qu'il y a une opportunité, parce que ceci, parce qu'on croit cela, parce qu'on est persuadé, parce qu'il faut être dans le vent, parce que c'est bien d'être dans tel domaine, que celui qui n'est pas dans les éoliennes, il n'a rien compris, que celui qui n'est pas. C'est pas comme ça qu'on fait de la stratégie. On fait de la stratégie avec des données à partir d'une identité et une cohésion territoriale
des personnes qui veulent se battre ensemble. Et donc, il faut qu'ils se rencontrent. Et le métier, en fait, des institutionnels qui veulent faire de l'intelligence économique, leur premier métier, c'est de faire se rencontrer les personnes qui doivent échanger entre elles. Et donc, accepter d'ailleurs de ne pas tout contrôler. Parce que quand vous voulez tout contrôler, eh bien, vous faites une réunion avec un tour de table, moi j'en ai fait suffisamment, où il y a 40 personnes, où chacun dit 3 mots, où personne n'écoute les autres, et vous en ressortez en disant on va mettre en place des groupes de travail, il ne se passe rien, et on se retrouve un an après. Voilà. C'est ça la réalité. Hein. Effectivement, le bouquin que vous évoquez, on l'avait repéré d'ailleurs, il était évoqué entre les lignes dans les questions qu'on avait échangées par écrit ensemble. Et c'est un bouquin, je ne voudrais pas écorcher leur prénom, je ne suis pas sûr de m'en souvenir, mais c'est Jean-Laurent Casely, je crois, et M. Fourquet, et effectivement, la prise sous nos yeux, et qui a l'avantage de donner une vision vue d'en bas, finalement, de ce qu'est le territoire, de ce qu'il est devenu, et souvent sur le ton de l'anecdote, mais en réalité qui révèle des choses peut-être beaucoup plus en prise avec la réalité concrète de nous-mêmes et de nos concitoyens que ce qu'on peut percevoir. Je glisse ça dans la conversation. Un bon moyen de se rendre compte, c'est une expérience récente que j'ai eue, c'est quand on essaye de faire valoir cet ouvrage-là auprès de personnes qui, justement, sont plutôt du côté institutionnel et à regarder les choses, entre guillemets, d'en haut. On a cette réaction un peu systématique et un peu dédaigneuse de dire mais tout ça, c'est de l'anecdote et c'est secondaire, finalement. Ce qui témoigne bien de la difficulté à créer une grille de lecture un peu convergente et qui soit à même de réconcilier les vues d'en bas et puis les vues de ceux qui sont censés être plus sérieux et moins dans l'anecdote. Ce que vous dites est majeur, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que en France, beaucoup de... Alors c'est en train d'évoluer, mais enfin ça reste encore vrai, comme vous dites. Il y a une espèce comme ça de cloisonnement entre le savoir ou la production de connaissances et certains décideurs. Et ça, c'est un peu quand même propre à la France, si je compare en tout cas, pas tous les pays du monde, je ne connais pas tous les pays, mais si je compare avec les Allemands, par exemple, ou si je compare avec les Américains. Voilà. Ça, ou les Britanniques. Je pense que c'est dû à la formation des élites, c'est dû à, voilà, à un certain nombre de paramètres. Et ça, c'est très, très, très dommageable. Alors, heureusement, il y a des contre-exemples. Je citais la Nouvelle-Aquitaine, etc. Puis il y en a sûrement d'autres ailleurs. Il y a des contre-exemples, mais on en a encore beaucoup. Hein. Effectivement, ça m'est souvent arrivé, à Christian Arbulot et puis d'autres, d'aller voir des décideurs, des présidents de région ou de départements avec des analyses. Et en fait, ils disent, voilà, je veux dire, ça ne les intéresse pas. Or, comment peut-on décider sans analyse? C'est quand même incroyable. Donc, en fait, c'est ça, c'est un mélange de gestion courante et d'opportunisme. Alors que lorsqu'il y a comment dire, des vraies analyses et des vraies stratégies, ça peut impacter durablement le territoire. Prenons deux exemples très différents, même si dans le même domaine, qui est le tourisme. Si vous prenez d'un côté le Futuroscope et René Monory, qui va s'entourer d'un collège de spécialistes, dont Thierry Breton et puis d'autres à l'époque, et qui va créer le Futuroscope avec cette grande intelligence d'ailleurs de Monory, qui est l'adaptation, puisqu'il part avec l'idée de faire un Futurama, c'est-à-dire une espèce de, comment dire, de vitrine technologique, parce qu'il a visité Tsukuba au Japon, puis petit à petit il se dit, ben non, en fait ce qui marche c'est un parc, donc je vais faire un parc d'attractions sur le futur, je vais l'appeler Futuroscope, et puis il commence petit, etc. D'un autre côté, vous avez Philippe de Villiers, qu'on l'aime ou pas politiquement, peu importe, mais qui sur son territoire va faire le Puy du Fou, qui est quand même, en termes de développement territorial, absolument remarquable. Un parc qui a eu le label mondial, là, le prix des meilleurs parcs, qui fait venir plus d'1 million de visiteurs chaque année sur quand même un territoire où il n'y avait rien, qui a compris que l'histoire c'était important, qui arrive d'ailleurs à avoir une cohésion, puisque comme vous savez, ça fait des fois débat, mais il y a des bénévoles qui viennent faire un spectacle, et parce que c'est l'identité, parce qu'ils se sentent, voilà, ils sont heureux de participer à cette aventure. Cette aventure, elle génère du développement économique, etc., etc. Voilà,
il y a quelques exemples comme ça, et on ferait bien de regarder ce qui marche en France et de le répliquer. Alors ça, Parce qu'il y a beaucoup de choses qui marchent, heureusement. ouais. Heureusement, effectivement. Oui, heureusement. Non, non, mais Ouais, on manque pas de. Mais moi, je dis toujours, attention, hein, on ne manque pas d'entrepreneurs. On a des gens, des inventeurs, on a des super ingénieurs. Je ne dis pas ça pour, voilà, pour faire plaisir, hein. Euh, on n'a pas d'organisation collective, globalement. Globalement, on a un déficit en organisation collective. On a du mal à communiquer, on a du mal à se parler. C'est les gauloiseries, mais c'est vrai, hein. Alors, heureusement, après, des fois, il y a des leaders qui arrivent, que ce soit De Villiers en Vendée, que ce soit Monory ou d'autres ailleurs, qui arrivent à réunir des gens. Mais voilà, malheureusement, ça reste quand même l'exception quand même, hein. Alors, ça nous fait une transition toute trouvée avec ce qui sera probablement notre dernière question, parce que le temps tourne, l'air de rien. Mais vous avez pris deux exemples, je vais en prendre un troisième qui vient d'un autre domaine et vous avez pris deux exemples de votre coin. Je vais en prendre un du mien, c'est toujours intéressant d'avoir la confrontation. Et ça fait peut-être d'ailleurs écho à des choses qui se sont passées à Poitiers aussi, mais on a à Lyon, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, une nouvelle majorité municipale qui est arrivée au pouvoir. Donc ça, c'est le jeu des institutions. Ce qui est intéressant et qui n'a absolument pas été identifié d'ailleurs, et ce qui leur a coûté cher politiquement, sans doute, par les élites précédentes et puis par tout un ensemble de décideurs du monde privé, et notamment dans le monde économique, qui ont regardé ça avec un peu de dédain, mais ils n'ont pas compris d'où venaient justement les écologistes, et ils n'ont pas compris qu'il y avait une chose qui avait très bien fonctionné dans cette galaxie-là, dans ce monde-là, c'est le développement justement sur le territoire, notamment sur le territoire lyonnais, des initiatives liées à l'économie sociale et solidaire, avec des systèmes qui sont extrêmement réticulaires, et ça, vous êtes bien placé pour l'analyser, qui fonctionnent très bien avec une répartition des rôles comme ça. On a vu des institutions qui d'ailleurs étaient financées, c'est ça qui est amusant presque, de voir qu'elles sont financées notamment avec beaucoup de subventions, parce qu'il y a toute une économie comme ça de la captation de l'argent public pour financer des initiatives dans ce domaine-là, le domaine de l'économie sociale et solidaire, mais ça véhicule aussi des idéologies, et puis ça fait finalement que les citoyens petit à petit sont gagnés par un certain nombre de représentations favorables à ce courant politique. Mais ça a été très peu analysé, alors même que les personnes au pouvoir finançaient ça, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi évidemment des fondations derrière, Fondation pour le progrès de l'homme, qui n'est pas très loin pour son siège qui est en Suisse, même si elle est pilotée depuis Paris. Vous parlez dans votre bouquin des réseaux Soros. C'est pour certaines organisations une source de financement aussi, l'Open Society Foundation. On a le sentiment finalement que la société civile, cette société civile-là qu'on pouvait regarder avec un peu de dédain, parce que c'était des gens qui faisaient des trucs dans leur coin et qui avaient l'air un peu marginaux et finalement tout à fait secondaires. On voit bien qu'ils ont réussi un coup politique assez majeur à force de prendre de l'ampleur sur le territoire. Mais surtout, ce qu'on en retire, c'est qu'on a le sentiment qu'ils ont mieux compris que n'importe qui ce que c'était justement le développement d'une initiative et disons d'une idéologie aussi, d'une forme de soft power assez clairement identifiable en réalité. Et est-ce que ça fait, moi, écho à autre chose que vous connaissez, qui n'est pas tellement dans ce domaine-là, mais qui est plutôt dans le domaine justement de la reconstruction d'une dynamique économique un peu ambitieuse. Je parle évidemment du collectif Reconstruire, qui est aussi une émanation de la société civile, aussi une émanation tout à fait intéressante disons, une intuition collective comme ça, capable de réunir des gens qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément d'accord sur tout, voire même sont parfois opposés sur certaines choses, mais capables de se réunir collectivement pour quelque chose. Est-ce que finalement, le salut, il ne vient pas de la société civile aussi? Oui, oui, moi, alors là, j'en suis persuadé. On a, là encore, je vous disais tout à l'heure qu'on n'avait pas de données et qu'on travaillait avec la vision qu'on avait du territoire. Par rapport à ce que vous dites, on reste encore dans les vieux schémas des élites, voilà, de la vieille économie, des vieilles institutions.
Aujourd'hui, c'est très clair que dans une société hyper connectée, eh bien, c'est le réseau et c'est la base, en fait, qui fait bouger les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'activité économique elle va être impulsée non pas par le haut, mais par le bas. Mais le bas étant pas péjoratif du tout, hein, vous avez bien compris. Par la base, si vous préférez. Et que le rôle, normalement, de l'État ou des régions, ça va être un rôle d'évaluateur, d'accompagnateur, etc. Mais ce sera de moins en moins le rôle de visionnaire. Voilà, ça, c'est évident. Donc, vous avez parlé du collectif Le Reconstruire, l'économie sociale et solidaire, l'écologie, comment ça s'appelle, les circuits courts. C'est évident, en plus, avec le réchauffement climatique, que le salut doit venir de là. Ça, c'est évident. Évident. Parce qu'en fait, le vieux système ne bouge pas. Or, les choses vont très très vite. La société civile va beaucoup plus vite en fait que le monde politique ou que le monde institutionnel. C'est ce qui explique d'ailleurs, pour revenir à l'effondrement des vieilles institutions que sont les chambres de commerce et d'industrie, les conseils généraux, hein, qui s'appellent maintenant les conseils départementaux, se sont effondrés aussi. Aujourd'hui, franchement, à part gérer les prestations sociales, le RSA, etc., ils ont quand même un rôle très très amoindri. C'est les maires qui restent encore assez forts, enfin, les communes, parce que ça reste quand même la base. Mais de toute façon, de plus en plus, la politique se fera par l'action sur le terrain. C'est d'ailleurs il y a un déphasage, en fait, il y a une désynchronisation, et on le sent très bien d'ailleurs. On dit les Français ne vont plus voter, ça n'intéresse plus la politique. Je pense que c'est plus complexe que ça. En fait, ils vont plus voter, mais ils font de la politique. Ils agissent. Et moi, je fais partie de ceux qui ne croient pas, que les gens sont moins actifs aujourd'hui qu'avant. Je n'y crois pas une seconde. Il suffit de regarder. Voilà. Mais, et donc, en fait, le vrai rôle maintenant des institutions ou de l'État, c'est de ne pas entraver. C'est de ne pas entraver et c'est de permettre. Ce serait déjà pas mal. Voilà, on pourrait peut-être conclure. Finalement, il faudrait que l'État applique le serment d'Hippocrate, vous savez, en médecine, au moins ne pas nuire. Au moins ne pas nuire. Ça me paraît être une conclusion tout à fait satisfaisante pour cet entretien. On vous remercie beaucoup, Nicolas Moinet, de nous avoir accordé ce temps et vos réponses. Et puis, on se dit peut-être à bientôt pour d'autres échanges. En tout cas, il y en aura certainement d'autres sur la chaîne Diatop pour poursuivre ces réflexions sur les rapports de force qui jouent sur le territoire. Merci encore. Merci, au revoir.